Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, un épisode hyper fun, j'espère que vous allez kiffer. Déjà, je voulais dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont fait des retours sur les derniers épisodes de podcast, où j'ai interviewé mes clientes, où je vous ai parlé de mon programme Le Temple. On a fait un superbe lancement, hyper contente de démarrer avec les nouvelles inscrites cette semaine, c'était super cool. J'ai aussi envoyé un tas d'emails et je remercie toutes les personnes abonnées à ma newsletter qui ont reçu les emails ou ont répondu aux emails et franchement, c'est toujours des périodes un peu intenses quand mon programme ouvre ses portes et ça fait du bien de voir que vous êtes réceptifs, que vous êtes présents et que à la fois ça permet aux personnes qui choisissent de rejoindre le programme de prendre leurs décisions en conscience, mais aussi que ça vous inspire même si vous rejoignez pas tout de suite ou pas quoi. Donc je voulais juste dire merci et je vais pousser un peu le bouchon. La meilleure façon d'aider ce podcast, c'est de vous abonner. Peut-être que vous le savez pas, mais en fait, les commentaires et les étoiles, c'est super. Donc, si vous l'avez pas encore fait, faites-le. Mais ce qui permet vraiment à un podcast de remonter dans les standards, enfin, je sais pas si on peut dire standard, mais de remonter dans les listes sur Apple, Spotify, c'est les abonnements. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, abonnez-vous et comme ça, vous serez au courant quand on publie un nouvel épisode. En général, je publie 1 ou 2 épisodes par semaine. Donc c'est un podcast qui est assez fréquent et les thèmes sont très variés. Donc voilà, un grand merci. Et j'ai pris cette semaine, je me suis pas autant reposée que je voulais, mais j'ai quand même pas fait grand-chose. J'ai accompagné mes clientes et j'ai regardé Love is Blind. Love is Blind France, ou de son petit nom Pour le meilleur et à l'aveugle, un nom que tout Internet déteste. Mais ils n'ont pas trouvé mieux, visiblement. Je sais pas où était la DA, où était l'équipe de brainstorming. Je ne sais pas parce que L'amour est aveugle, il paraît que c'était pris. Love is blind, j'imagine que comme c'est une traduction, c'était pas possible. Ils auraient pu l'appeler un truc sexy, genre sans jamais te voir, t'aimer sans te voir. I don't know, bro. Un truc joli, quoi. Mais bref, Love is Blind France. Et ce qui est trop drôle, c'est que sur tous les réseaux sociaux, ils l'appellent Love is Blind France. Donc même s'ils ont voulu mettre un autre nom, c'est ça. Donc j'ai fini de regarder les 4 épisodes aujourd'hui. Je dois avouer que je suis agréablement surprise, donc je vais vous en parler là. Et j'avais envie de faire un petit point parce qu'en fait sur mon Instagram, j'ai un canal de diffusion et j'ai commenté tous les épisodes un à un. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, ça pourrait être sympa que tous ces commentaires soient rassemblés au même endroit. Et donc voilà, je vais reprendre à peu près tout ce que j'ai dit. Je me rappelle pas tout ce que j'ai dit, mais j'ai quand même quelques notes. Et ouais, juste pour qu'on vibe, qu'on discute ensemble. J'aimerais avoir vos retours, donc vous pouvez m'écrire sur Insta aussi pour me dire comment vous avez trouvé ces 4 premiers épisodes. Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer direct. Déjà, au global, comment je trouve ce début de saison et comment je trouve cette version française de Love is Blind. Le truc qu'il faut savoir, c'est que je suis fan de Love is Blind depuis la première saison américaine en 2020, là où Lauren et Cameron sont tombés amoureux. Je me rappelle, j'étais en voyage aux États-Unis. C'était juste avant le Covid, j'étais en voyage en février, ils ont fermé les frontières en mars. Et je me rappelle que j'étais en voyage professionnel et il y avait d'autres meufs là. Et moi, j'étais la seule à regarder Love is Blind sur une énorme télé. Et j'étais là en train de dire à tout le monde, mais oui, revenez, c'est trop bien. Et me voilà en train de regarder Lauren et Cameron tomber amoureux et tout. Et j'ai trop kiffé le concept. Et depuis, j'ai regardé toutes les saisons américaines, toutes les saisons anglaises, quelques-unes des franchises, pas toutes. Donc je m'y connais assez bien en Love is Blind. Voilà. Bien sûr, j'ai d'autres spécialités dans mon métier, mais j'ai une spécialité télé-réalité et série qui est quand même assez affirmée, ok? Donc c'est avec cette expertise
que je vais vous partager. Non, et puis aussi, comme je suis coach en sexualité, je m'y connais assez bien en dynamique relationnelle. Donc voilà, au passage, je ferai mes petits commentaires par rapport à ça. Mais c'est très intéressant, c'est très intéressant. Donc avant de rentrer sur ces 4 épisodes en particulier, je vais reprendre au global ce que je pense de cette version française de Love is Blind en comparant avec les autres et pourquoi je trouve qu'elle est intéressante. Ok, let's go. Déjà, j'étais agréablement surprise. Je pensais que ça allait être pété. Je suis désolée, hein, mais souvent la télé-réalité française, c'est pas trop ça. Pardon, hein. Mais le niveau, il est pas top. Les gens sont pas forcément hyper brillants, hyper intéressants. Je veux pas juger, mais je juge, voilà, c'est sûr. Et je m'attendais vraiment pas à grand-chose. Ma barre d'attente, elle était pas très loin du sol, quoi. Après, je me suis dit, bon, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont des dizaines de saisons desquelles ils peuvent s'inspirer et ils peuvent regarder d'autres saisons pour voir qu'est-ce qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ce qui fait toute la différence dans Love is Blind, vraiment, vraiment, c'est le casting. À chaque fois, c'est le casting. Quand le casting est bon, la saison est bonne. Quand le casting est mauvais, la saison, elle est à chier. Désolée, mais vraiment, c'est le casting, c'est les personnages, entre guillemets. Parce que quelque part, ce sont des personnages. On ne sait jamais tout des personnes qu'on voit à la télé. On voit peut-être 1% de ce qu'ils nous montrent. Il faut aussi se dire que la façon dont c'est édité, ça joue énormément. Il y a énormément de choix d'édition parce qu'il y a des heures et des heures et des heures d'images que vous ne voyez pas. Et donc, il y a tout ça qui prend en compte. Donc, pour moi, c'est un casting, c'est des personnages. Tout ce qu'on commente là, c'est pas vraiment sur leur vraie vie, c'est genre sur ce qu'on voit et c'est très peu. Et là, la première chose que je me suis dite, c'est que déjà la prod, elle est canon. Les décors, ils étaient canons. C'était propre, c'était stylé, c'était classe. Vraiment à la hauteur des autres Love is Blind récents parce qu'en fait, Love is Blind, quand ça a commencé, on n'était pas à ce standard de production du tout, hein. La première saison, c'était vraiment plus basique. Au fil des saisons, ils se sont améliorés. Et là, je trouve que c'est au standard. Il y avait Love is Blind Royaume-Uni qui a fini il n'y a pas très longtemps. On est sur un standard similaire, quoi. Et il y a Love is Blind États-Unis qui commence le 1er octobre. Donc là, il y a eu beaucoup de Love is Blind là sur 3 mois et je trouve que c'est au standard. Donc déjà ça, en termes de visuel, de production, d'édition, on est au standard, c'est top. Les personnages, le casting, nickel. Vraiment, les meufs au premier abord, canon, très intelligentes, avec des super postes, vraiment un casting de qualité, la façon dont les gens parlent, articulent, se présentent, c'est vraiment intéressant quoi. Tout de suite, tu t'accroches à leurs paroles, tu as envie d'en savoir plus et c'est un casting assez captivant, je trouve. Au début, ce qui me gênait un peu, et c'est vrai dans tous les Love is Blind, c'est que les meufs, elles sont carrément plus belles que les gars. Esthétiquement, physiquement, c'est comme si toutes les meufs, c'était des 10 sur 10 et les gars, c'est entre 6 et 7 sur 10, quoi. Sauf exception. Et ça arrive à chaque fois. Et je sais pas pourquoi, c'est quoi ce délire? J'aurais aimé voir, franchement, plus de mecs aussi canons que le calibre de meufs qu'il y avait là. Après, les mecs, ils sont mignons. Ce que je corrigerai en regardant les 4 épisodes, c'est que globalement, ce sont des gars vraiment gentils. Pour le coup, je trouve qu'ils sont plutôt... Alors, il y a quelques exceptions, il y a quelques connards, on va en parler. Mais globalement, je trouve que c'est des gars sympas, que... Il n'y a pas cette sensation qu'ils sont venus exprès pour devenir des stars d'Instagram. Voilà, je trouve que c'était sympa de voir ça, que c'était plutôt des gars gentils, posés dans la communication, dans la bienveillance, dans la compréhension, intelligents, créatifs, entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, hein, beaucoup de créatifs, mais je pense qu'ils ont remarqué que c'est un profil qui fonctionne bien. Dans Love is Blind, en général, ça fonctionne bien. Tout ce qui est créatif, entrepreneur, poste à responsabilité, je sais pas. CSP+, Love is Blind, voilà. Ça a l'air de bien fonctionner. C'est pas le cas de tous, donc je vais aller dans le détail, mais je trouvais qu'au global, on avait de la qualité et que, en gros, en y allant, tu sais que tu vas trouver quelqu'un de plutôt cool, quoi. Donc, bon point pour Love is Blind France. Excellente diversité, vraiment super cool à voir. Des Noirs, des Maghrébins. Je dis Maghrébins parce qu'ils se sont dit eux-mêmes Maghrébins. Mais je sais pas si la personne était tunisienne, marocaine, je sais pas. Mais en tout cas, des Noirs, des Maghrébins, des Asiatiques, Vietnamiens, Laotiens. Il y a même un petit métis guadeloupéen. Voilà, franchement, j'ai kiffé la représentation. Mais ça m'a pas étonnée parce que la France est comme ça. Que certains le veuillent ou pas, la France est comme ça. La France, ça vraiment, pour moi, représentait comment la France est. La seule autre franchise qui a ce niveau de diversité, c'est la franchise anglaise. C'est les Britanniques, c'est Royaume-Uni. Aux États-Unis, ça varie vraiment selon les zones. Par exemple, celui qu'ils ont fait au Minnesota, il y avait que des blancs, quoi. On n'a rien contre les blancs, mais il y avait zéro diversité. Mais c'est parce que dans cette zone-là, alors, il paraît qu'il y a de la diversité, mais voilà, c'était pas aussi représenté. Et donc, bonne représentation, bonne diversité, diversité qui, selon moi, n'est pas
forcer, qui est représentative de la France, en fait. Parce que si tu as un groupe d'amis, s'ils sont dans des grandes villes, ils sont parisiens, tu auras cette diversité-là de fait. Donc moi, je trouve ça vachement cool parce que l'inverse n'aurait pas été très réaliste et honnête, en fait. Ça aurait pas été une très bonne représentation. Super cool aussi que ce soit un couple noir qui soit comme présentateur. C'est la première fois que je le vois dans toutes les franchises de Love is Blind. Donc ça, c'est super cool en termes de représentation. Bien joué la France, franchement. Pas mal. Mais après, on sait que la France, quand elle veut, elle fait. Hein, parce que quand on donne la main à des créatifs, en général, ça se passe bien. Comme pour les Jeux Olympiques, ça se voit que c'est des cerveaux créatifs, progressifs qui le font. Donc le pays part en couille des fois, un peu, beaucoup. Mais sur ces choses-là, ça va, il s'en sort bien. Donc au global, très cool. Franchement, sympa. Franchement sympa. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai ma petite liste de personnages là, de personnes aussi que de triangles amoureux. Que s'est-il passé? J'ai noté 4 triangles amoureux. What the fuck? C'était beaucoup. Ah oui, aussi beaucoup d'anglicismes. C'est trop marrant, je savais pas. Ça fait longtemps que j'habite plus en France. Ça fait longtemps même que j'ai quitté la France avant de rentrer chez moi en Guadeloupe. Enfin, les Guadeloupéens considèrent moyennement que la Guadeloupe c'est la France. Hein. Je sais que techniquement, politiquement, ça. Mais bref, ça fait longtemps que j'ai pas habité en France hexagonale. Et je savais pas que les gens faisaient autant d'anglicismes quand ils parlaient. Un mot sur 5, c'était de l'anglais, c'était marrant. Alors, beaucoup de triangles amoureux. J'en ai noté 4, peut-être qu'il y en avait bien plus. 6 couples qui sont partis en voyage de noces, qui est beaucoup. C'est beaucoup parce que d'habitude, on en a 4, et quand il y en a 5, c'est beaucoup. Donc 6, ça fait vraiment beaucoup. Dans les spoilers, dans la bande-annonce, j'ai noté 4 couples qu'on voit. Donc, suspense. Où sont les autres? Mais voilà, donc je vais aller un par un et je pense que je vais d'abord parler de dans les pods, dans les capsules et ensuite parler de ce qui se passe une fois qu'ils sont en couple et en lune de miel. On va voir comment ça se goupille parce que comme je vous disais, il y a genre 4 triangles amoureux, donc c'est un peu bordélique. Mais on va voir. Ok? Donc il me semble que le premier triangle amoureux qu'on voit vraiment, c'est avec Thomas, Kim et Tatiana. Tatiana, c'est quand même un personnage assez important de cette saison. On la voit beaucoup. C'est l'une de celles qu'on voit le plus en fait. Je pense qu'en tout, en termes de airtime, de temps passé à l'antenne, à l'écran, ça doit être celle qu'on voit le plus. Et franchement, ça m'arrange parce qu'elle est trop canon. Elle est trop jolie, elle est trop mignonne, elle est trop touchante. Et je pense que j'ai pas mal de petites choses à dire sur Tatiana, donc c'est cool. Donc, il y a énormément de triangles amoureux, franchement. Et des couples qui se forment de façon assez fluide, il y en a, mais c'est pas la norme. Hein. Je pense que sur les 6 couples, il y en a 2 qui n'étaient inclus dans aucun triangle amoureux. Donc c'est pour vous dire. Donc on commence par Tatiana. Donc Tatiana, quand elle démarre, elle est avec Thomas, ça se passe super bien avec Thomas. Elle a un gros crush sur Thomas très vite parce que ils sont nés dans la même ville, une toute petite ville, et ils ont tous les deux des enfants. Et Tatiana, elle a 39 ans et elle a un peu peur de pas trouver quelqu'un parce qu'elle a un fils de 10 ans. Et Tatiana, elle est super belle gosse, elle est super accomplie dans sa vie professionnelle. Et tu sens que si elle est là, c'est que en fait, elle a dû galérer dans la vraie vie avec des vieux mecs, quoi, parce que elle pourrait avoir qui elle veut en vrai. Mais parfois, justement, quand t'es aussi belle et aussi accomplie, ben, ça peut être difficile de rencontrer quelqu'un qui t'apprécie pour les bonnes raisons. Et donc, ça fait sens qu'elle soit là, quelque part. Avec Thomas, ce qui est ouf, c'est la rapidité des choses. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur premier rendez-vous. Direct, elle a eu un crush. Et elle s'est dit, c'est mon mari, c'est mon mari. Et puis Thomas, il a rencontré Kim. Kim, que je précise, on n'aime pas. Parce que je ne la connais pas dans la vraie vie. Encore une fois, on ne parle que de personnages. Kim, ça se trouve, t'es super. I don't know you, ok? Mais Thomas, après, elle a un rendez-vous avec Kim. Et avec Kim, c'est beaucoup plus fluide, c'est marrant, ils discutent. Et franchement, c'était pas une bonne idée de sa part. Le lendemain, il dit à Tatiana, en fait, j'ai bien accroché avec Kim aussi. Du coup, en gros, vous êtes les deux en lice. Mais je dis, ah, mais mec, pourquoi tu lui dis ça? C'est le deuxième jour, frère. Il n'y a pas énormément de temps dans les capsules. En général, c'est genre 10 jours. Mais quand même, je veux dire, lui dis pas ça, juste continuez de vous connaître. Et forcément, Tatiana, ça l'a refroidi de ouf parce qu'elle s'était vachement emballée. Elle avait vachement envie d'apprendre à le connaître. Et lui dit déjà, ouais, j'ai rencontré une autre meuf. Mais mec, te dis rien. Vous rencontrez tous d'autres personnes en fait. Si la connexion s'était plus approfondie, tu aurais pu partager. Et en fait, j'ai trouvé ça trop dommage. J'ai trouvé ça trop dommage parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il lui a dit trop tôt qu'il avait de l'intérêt pour une autre meuf alors qu'il avait eu qu'un rendez-vous avec elle. Elle s'est braquée de suite parce qu'elle s'est dit, ben moi, je veux qu'on me choisisse, j'ai pas envie d'être en balade entre deux personnes, quoi. Et quelque part, je peux le comprendre, mais l'autre chose, c'est que pour moi, c'est un petit peu saboté là parce qu'elle lui a pas donné la chance d'aller plus profond. Mais c'est parce qu'il a dit est-ce que tu pourrais te battre pour moi? Et elle a mal pris en fait. D'abord, elle a dit
Je sais pas c'était quoi leur conversation, je me rappelle plus, mais il y avait une histoire de: «Vas-tu te battre pour moi?» Elle a dit: «Mec, je vais pas me battre pour toi, wesh, c'est bon, je me suis assez battue dans ma vie» et en fait, il a été maladroit. Pour moi, c'est Thomas qui a mal géré cette situation et Tatiana étant dans la position où elle veut vraiment rencontrer quelqu'un, tu sens que la meuf, elle a besoin de certitude, elle veut vraiment pas de doute et être ballottée de droite à gauche avec quelqu'un. Et du coup, bah, Thomas, il se retrouve à choisir Kim, en fait, parce que Tatiana, elle a dit: «Good luck, je vous souhaite le meilleur, avancez dans votre direction». Très bien. Et poursuivant avec Tatiana, donc du coup, ça, c'était quand même les premiers jours, on parle des 2 premiers jours et elle avait eu d'autres dates, mais elle était assez réservée de ce qui semblerait et puis du coup, il y avait une autre personne avec qui elle a accroché, c'est Yannick. Et Yannick, franchement, j'avais beaucoup de mal à le cerner au début, jusqu'à maintenant en vrai. Parce que Yannick, il est très beau, il est charismatique, il s'habille trop bien, my god. Il s'habille super bien. Et en vrai, je l'aurais croisé, je me serais dit, ce mec-là, c'est un player. Genre, j'ai zéro confiance en lui. Sauf que, il n'agit jamais comme un player dans Love is Blind. À aucun moment. Vraiment, à aucun moment, il donne cette vibe. Parfois, il est un peu nonchalant dans ses paroles et dans sa façon d'être et dans ses mots. Il y a un moment, il s'endort alors qu'une meuf parle. Et faites attention, hein, ça peut être l'édition, hein. Ça peut ne pas être la réalité. Donc voilà. Mais ça peut être qu'ils sont endormis et au montage, voilà. À un moment, il dit Tatiana, elle a un gosse. Ok, c'est relou, mais c'est pas relou pour moi. Je dis là, mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà, il va dire des choses un peu par-dessus la jambe. À un moment, il y a une altercation un peu plus tard. Il dit ah, mais c'est l'histoire de meuf. Et en fait, j'arrive pas à savoir si c'est un petit connard ou c'est juste que le mec, il dit ce qui lui passe par la tête. Parce que, par ailleurs, il est très clair. Et moi, j'apprécie les gens clairs. Il est très clair. Et en fait, on sent que à un moment, ça switch avec Tatiana. Putain, j'avais promis à Mathilda que ça allait durer moins de 30 minutes et ça fait déjà 20 minutes que je parle. Mathilda, I love you. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est parce que c'est vraiment 2 triangles amoureux sur 4 j'ai fait. Ça va aller vite. Et du coup, mais il a été très clair et en fait, ce qui se passe, donc le deuxième triangle amoureux, c'est Yannick, Tatiana du coup, avec une autre personne qui s'appelle Cindy. Cindy dans le groupe des Mean Girls, parce qu'il y a un groupe de meufs méchantes dans cette saison. Alors ça, c'est très peu courant. Dans les autres Love is Blind, je l'avais beaucoup moins vu. Il y a toujours des petites... il y a toujours, ils appellent ça villain, genre une méchante personne, il y en a toujours un. Mais quand un groupe de 3 ou 4 meufs, c'est la première fois que je crois que je vois ça. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, et donc lui, Yannick, il est au centre d'un triangle amoureux entre Cindy et Tatiana. Et Cindy et lui, ils discutent bien et on sent sur papier que ça a l'air de bien aller, etc. Personnellement, j'ai senti zéro alchimie entre eux. C'est genre, je voyais pas du tout ce qui pouvait intéresser l'un chez l'autre. Il y avait aucun moment où ils sont tombés dans la vulnérabilité, dans la complicité. C'était juste, on parle et puis on chatte des trucs. Mais après, elle semble lui avoir dit des choses très profondes. Mais c'est pas parce que tu dis à quelqu'un des choses très profondes que ça veut dire que vous allez connecter sur ces choses très profondes en fait. Et lui, il le dit assez rapidement que avec Cindy, ça colle bien sur papier, mais la seule personne avec qui il vibre, c'est Tatiana. Et il le dit de façon répétée et consistante en fait. Il l'a dit au moins 3 ou 4 fois. Et il disait qu'il réfléchissait, il parlait à ses amis, il disait ouais mais est-ce que je choisis ma tête, est-ce que je choisis mon cœur? Parce qu'avec Tatiana c'est entre guillemets compliqué parce que leur communication c'est pas trop ça mais je vais en parler. Il trouve que ça chahute un peu avec Tatiana et que s'il voulait la facilité quelque part il irait avec Cindy. C'est ce qu'il dit et c'est comme ça que c'est pour ça qu'il a dit ouais Tatiana elle est relou, elle a un gosse et tout. Mais moi c'est pas relou pour moi. Et quand il le dit c'est ce que j'ai capté c'est que Tatiana c'est pas le choix forcément le plus facile, mais c'est avec elle qui vibre du cœur. Et avec Cindy, ça vibre pas. Et effectivement, à l'écran, on sent qu'avec Cindy, ça vibre pas. Sauf que le problème avec cette saison, c'est que les meufs, elles parlent tellement entre elles quand elles se retrouvent que Tatiana, déjà elle s'est retrouvée au courant par rapport à Kim et Thomas assez rapidement parce que Kim était là, c'est mon mari, j'ai rencontré mon mari, donc super, donc un peu voilà. Et là, avec Cindy et Yannick, elle réalise que Cindy et Yannick discutent et que, en gros, il y a une interaction entre eux et que ça connecte, quoi. Et que Cindy, elle est à fond sur Yannick, en vrai. Et ce qui se passe, c'est que, elle arrive dans la capsule et elle éclate en larmes. Tatiana, elle en peut plus. Elle est fatiguée, il y a trop d'émotions. Et le gars lui dit, mais Tatiana, tu es celle avec qui je vibre. Tatiana ne l'entend pas. Et je regarde l'écran, mais je fais, mais meuf, il est en train de te dire les choses. Elle écoute pas. Elle est pas en train d'écouter. Et c'est là où on voit, moi je vais jamais dire du mal de Tatiana parce que je l'adore, mais, parce que si tu dis mais c'est que t'annules ce que tu viens de dire, donc
et elle a une certaine fragilité. C'est-à-dire que on sent qu'il y a énormément d'enjeux pour elle d'être là. Et donc, émotionnellement, elle n'a pas ce détachement qui l'aiderait à naviguer mieux ses décisions. Il y a énormément d'enjeux pour elle. J'ai l'impression que pour elle, c'est sa chance. Elle veut être choisie, elle veut être aimée. Et ça peut donner l'impression, et j'ai vu sur les réseaux qu'il y a des gens qui sont là, ouais, Tatiana, elle veut absolument partir avec quelqu'un. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, quelque part, parce qu'il y avait un autre gars, je parlais de tout à l'heure, mais quelque part, elle et Yannick, ça colle vraiment. C'est-à-dire qu'il la rassure, pas de façon très à droite au début, parce que quand elle est en train d'éclater en sanglots, il essaie pas de la rassurer. Il est là, Tatiana, j'essaie de te parler et tout, mais il n'y a pas trop réussi. Mais le rendez-vous d'après, je crois qu'il lui a écrit un truc et il lui a dit très clairement, et il a fait: est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as compris? Elle a dit: oui, j'ai compris. Et j'ai trouvé ça mignon. Ça me fait penser à mon chéri parce que dans notre couple, c'est moi l'espèce de tornade émotionnelle et lui il me regarde en mode mais qu'est-ce qui lui arrive? Et il va venir avec des mots hyper clairs pour dire c'est comme si, c'est comme ça, mais sans lui-même être très émotif. Ça m'a fait trop penser à lui. Et le truc avec Yannick, que moi j'ai du mal à cerner, c'est que j'ai vu aucun moment de partage vulnérable avec lui. On n'arrive pas à cerner ce qu'il y a dans son cœur. Après, la vérité, c'est qu'on voit quelques minutes de conversation qui, en général, durent. Quand tu es dans le stade où t'as plus que deux trois personnes que tu fréquentes, ça peut durer 2 3 4 heures, en fait. On nous montre très peu. Et donc, j'ai pas vraiment vu sa vulnérabilité, j'ai pas vraiment vu ce qu'il entend par le fait qu'il est touché dans le cœur. Et elle aussi, elle, je ne sais pas. Il y a des points communs, ils rigolent ensemble. Ils ont énormément de points communs, pour être honnête. Ils sont tous les deux entrepreneurs, ils sont tous les deux ambitieux. Clairement, c'est un gars qui n'est pas intimidé par elle et ça c'est très important. Au contraire, j'ai l'impression que ça le pousse de ouf. Il trouve ça inspirant. Et voilà. Mais bon, je leur souhaite vraiment le meilleur. Du coup, il a choisi. Il avait toujours choisi Tatiana. Cindy l'a trop mal pris. Ah oui, j'avais oublié de parler des filles méchantes, les Mean Girls. Dans le premier tri, on a Kim, Thomas et Tatiana. Kim, elle est super méchante. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Yannick, Tatiana et Cindy. Cindy, elle allait raconter à Yannick qu'en fait, Tatiana, elle était pas sincère et tout. Quand j'ai vu ça, j'étais là, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? D'où tu dis du mal des gens comme ça? Ça se fait trop pas. N'importe quoi. Franchement, j'étais choquée, je disais, mais ça se fait trop pas. Et en fait, elle a dit du mal de Tatiana pour décrédibiliser Tatiana. Et moi, je me suis dit, franchement, ça c'est dégueulasse. Et après, une fois que Yannick, il a choisi Tatiana, ben, elle est venue demander des comptes à Tatiana, qu'elle se justifie ou whatever. Et j'étais là, mais meuf, what, quoi? Il fait, ouais, mais pourquoi il m'a laissé dire autant de choses? Mais vous êtes littéralement là pour ça. Si tu veux pas ouvrir ton cœur et déballer des conneries à un étranger, il faut pas venir dans Love is Blind parce que tout ce que vous avez pour définir une connexion, c'est ce que vous racontez. Vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez pas de visuel. Vous voyez pas le comportement des gens. Vous voyez pas les actions des gens. Vous n'entendez qu'une voix. Et donc, pour prendre une décision de se marier avec quelqu'un, encore heureux qu'il essaie d'avoir des informations. Et puis après, c'est à chaque personne de doser la quantité d'informations qu'elle est prête à donner en attendant de savoir si elle est vraiment bien positionnée et bien choisie, quoi. Mais bref, donc voilà, Cindy, trop saoulée. Après, on a notre troisième triangle amoureux. Je fais les triangles amoureux comme ça nous fait aller plus vite. Sarah, Charles et Julie. Pouah. Alors là, tellement de choses à dire. Déjà, Charles, c'est un petit gars. Moi, je le kiffe. Franchement, je l'adore. Il est adorable. Il est trop chaud. Il a zéro red flag. Le mec, il est trop mignon. Et il a dit aux meufs qu'il fait de la boxe et du MMA et elles sont toutes en train d'imaginer que le gars, il est grand, baraqué, musclé. Il a dit, ouais, j'ai fait 30 ans de MMA. Donc tu te dis, waouh, il fait ça depuis qu'il a 5 ans. Il doit, j'en sais rien. Et donc, tu t'imagines un gars. Et toutes les deux, elles étaient en mode, mon petit boxeur, il fait de la MMA. Donc, elles s'imaginaient un gars vraiment comme ça. Et à chaque fois, je vous promets, à chaque fois, sans exception, que dans Love is Blind, il y a une personne qui projette des caractères physiques sur l'autre, elle est déçue. Ça part en couille. À chaque fois, tu t'accroches à un caractère physique, bim, tu te dis, ok, elle doit ressembler à ça, 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 t'es déçu et en fait tu tombes des nues par rapport à ce que tu avais imaginé. C'est comme il y avait une fille, elle avait dit qu'elle ressemblait à une actrice super sexy, là je me rappelle pas son nom de tête, et bien en vrai elle lui ressemble un peu vite fait quand tu clignes un peu des yeux, mais c'est pas du tout le même, c'est pas, elle se ressemble pas vraiment quoi. Et je me suis dit, quand il va croiser les meufs, ça va pas bien se passer parce qu'elles se sont fait un imaginaire. Alors que s'il avait... Après, c'est pas sa faute, c'est la vérité. Il a fait du judo, du MMA, de la boxe, c'est pas sa faute, il ressemble pas à ce que les meufs imaginent. Je veux dire, c'est un gars, il est sportif, il est en bonne santé, mais il a juste pas le physique qu'elles imaginent. Il est pas très grand,
Il a pas l'air très baraqué non plus, mais je trouve qu'il est adorable. Franchement, Charles, il est gentil, il est patient, il est à l'écoute. J'essayais de voir, hein, s'il était pas un petit peu un connard aussi, parce que j'essaie de voir, mais franchement, le gars, il est adorable. Je me dis, mais n'importe qui aurait trop de chances de se marier avec lui, en fait. Mais il faut dépasser la barrière physique. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Charles, il discute avec Sarah et Julie. Sarah, elle est dans le clan des filles méchantes. Et Sarah, il accroche moins avec elle, ça se voit, parce qu'il y a des choses sur lesquelles elle veut pas parler, ce qui est son droit. Par exemple, elle veut pas parler de sexualité. C'est un problème quelque part parce que dans Love is Blind, si tu veux te fiancer avec quelqu'un et que tu ne sais pas où elle en est niveau sexualité, c'est compliqué de savoir si vous êtes compatible. C'est-à-dire, on n'est pas compatible avec tout le monde, mais elle voulait pas en parler parce qu'elle voulait pas en parler à la télé, ce que je peux comprendre. Mais ils auraient pu échanger directement. Elle aurait pu lui faire une lettre privée, enfin, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, elle a refusé d'en parler. Et lui, ça avait l'air d'être un thème où il avait besoin d'avoir des réponses. Et avec l'autre fille, Julie, elle en a parlé de façon plus ouverte. Et Sarah, la première chose qu'elle a fait, c'est poser un ultimatum à Charles en mode, OK, à la fin de la journée, tu dois me choisir. Et quand elle a fait ça, je me suis dit, mais elle est folle. Elle est folle parce que ça se fait trop pas. Surtout dans une émission comme Love is Blind où littéralement vous avez très peu d'informations sur les gens, vous êtes obligé d'avoir des conversations pour prendre des décisions éclairées. Tu peux pas te demander à quelqu'un d'accélérer son propre processus pour une décision qui va affecter toute sa vie. Ça se fait vraiment pas, quoi. C'est hyper bizarre et hyper dingue de demander ça à quelqu'un. Et il fait, moi, les ultimatums, je vis pas ça très bien. Elle fait, c'est pas un ultimatum, je te demande juste de te positionner assez rapidement. Et j'étais là, mais waouh, t'as cru qu'on était en train d'acheter une maison, quoi, c'est comment? Et j'ai pas aimé cette attitude. Mais ce que j'ai le moins aimé, c'est qu'elle aussi, elle a du mal de Julie. Et franchement, ça, je trouve ça inacceptable. Franchement, il y a pas de girl code dans votre vie là. Elle dit que Julie, ouais, elle dit oui, si tu veux une meuf qui va parler de votre vie sexuelle à tout le monde ouvertement, bah oui, va avec elle et tout. Mais je trouvais ça super bizarre. Déjà, peut-être vous avez des discussions sur la sexualité entre copines, auquel cas, c'est clairement pas devant tout le monde. Enfin, vous papotez. À aucun moment c'est montré. Julie a dit juste qu'elle trouve que c'est important et qu'elle trouve que c'est pas du tout déplacé d'en parler dans les capsules. Et je pense que c'est tout le monde serait à peu près d'accord avec elle. Enfin, je veux dire, tu vas te marier quoi. Mais elle dit ça de Julie. Et en fait, lui, ça lui met le doute et elle lui remet la pression. Le rendez-vous d'après, il a pas encore pris sa décision. Elle lui remet la pression et finalement, il dit oui. Que je raconte tout Love is Blind en fait. Comme si vous avez pas regardé. Peut-être vous avez pas regardé. Peut-être que vous allez pas le regarder. Écoutez, c'est trop tard, je suis déjà emballée. Et donc Sarah, finalement, bah, il finit par dire ok Sarah, je te choisis. Mais on sent que c'est pas du vrai consentement. C'est pas un vrai oui si tu te sens forcé et obligé en fait. Et ce que je comprends dans sa relation avec Sarah, c'est qu'il y avait une certaine intensité qu'il n'avait pas dans la relation avec Julie. Mais après, il a parlé à Julie pendant 2 heures et elle l'a pas lâché. Contrairement à Tatiana qui a lâché le morceau très très vite, Hakim, Julie l'a pas lâché, ils ont parlé pendant 2 heures et en fait il a compris pourquoi il aimait bien Julie et Julie est beaucoup plus apaisante pour lui que Sarah. Et donc finalement il choisit Julie et qui pour moi est le meilleur choix clairement. Je pense que tout le monde a fait les bons choix, clairement, aucun regret par là. Ensuite on a Julien, Sabrina et Vanmi, un autre triangle amoureux. Sabrina, en fait, dans les capsules, je l'aime bien. Hors des capsules, je l'aime moins. Dans les capsules, en fait, il y a Julien. Et Julien, c'est un petit gars voilà, normal, tranquille. Et Julien, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, lui dit ouais, je me sentais mal parce que je pensais à une fille que j'ai fréquentée. Je l'ai vue en rendez-vous 5, 6 fois. Du coup, j'ai le doute. Jamais Julien, pourquoi tu dis ça à la meuf? Mais Julien, pourquoi tu lui dis ça? Et du coup, elle, Sabrina, qui est quelqu'un qui a besoin d'être rassurée, qui a été trahie de façon assez profonde, bah, elle dit merci de me l'avoir dit, merci pour ton honnêteté. Mais quelque part, bah, ça la chamboule. Elle se dit, mais le gars, comment tu peux être dans une aventure pareille pour te marier et penser à une meuf que t'as détée récemment, quoi. Et puis, lui, quelque part, en lui avouant ça, il veut faire le gars honnête et clean, mais ça aurait été beaucoup plus pertinent qu'il processe ses émotions de son côté et qu'il arrive à un endroit de stabilité et de clarté pour lui-même pour pouvoir arriver serein dans un rendez-vous. C'est pas genre la base des rendez-vous amoureux, ça. Tu parles pas de ton ex et tu dis surtout pas que t'as des doutes sur le fait de vouloir revenir avec. Et donc forcément, ça lui met des doutes. Et elle est en triangle avec Van Mi, qui est adorable. C'est vraiment mon chouchou. Il est trop beau. Je crois qu'il est vietnamien, si je me trompe pas. Il est beau, il est doux, il a un corps, my god. C'est un bonbon. Il est très timide et très réservé. Mais malgré ça, il fait l'effort, il parle. Franchement, ce gars, il mérite la terre entière. Je l'adore. Et il est très rassurant pour Sabrina. Et finalement, ça match bien dans les capsules parce que tous les deux ont besoin d'être rassurés de quelque chose de très stable, de très doux, etc. Et finalement, ils se choisissent et ça tombe super bien, je trouve. Donc là, vous avez les 4 couples de base. Et ensuite, on a 2 autres couples. Vous avez Chloé et Alexandre. Eux, c'est les seuls où je suis sûre à 100% que ça va marcher.
J'en suis sûre. Si ça marche pas, alors là, je serais triste. Chloé et Alexandre, ils sont mignons, ils sont adorables du début. Il y a toujours un couple comme ça dans Love is Blind, dans chaque saison, où genre tu te poses pas de questions sur eux, tu vois. C'est juste fluide du début, ça fonctionne hyper bien, ils matchent bien, ils sont mignons, ils s'entendent bien, c'est génial. Et puis tu as Cynthia et Jonathan. Et Cynthia, la particularité, c'est qu'elle est très grande, elle fait 1m82 et elle ne le dit pas dans les capsules. Et franchement, moi, j'aurais été elle, je l'aurais dit. J'aurais dit je suis grande. J'aurais pas dit quelle taille je fais parce que je trouve que c'est un critère trop important pour te marier en fait. Parce que les hommes en France, je crois que leur taille moyenne c'est 1m78. En fait, c'est limite une question de consentement en fait. Tu vois. Après, tout le monde est là en se disant je me marie pour l'intérieur et pas pour l'aspect physique. On est d'accord? Magnifique, parfait. Mais la plupart des hommes s'imaginent pas que la femme va faire 1m82. Et moi, pour ma tranquillité d'esprit, je l'aurais dit. Avant de me fiancer avec qui que ce soit, j'aurais dit la seule chose que tu dois savoir sur moi, c'est que je suis grande. Et si c'est rédhibitoire, au moins je sais. Mais tu vois, j'ai pas besoin de te dire ma couleur de peau, j'ai pas besoin de te dire mon tout sur mon physique. Je veux dire, on est là, on sait qu'il y a une certaine diversité et tout, mais je trouvais que la taille, moi, j'aurais dit parce que surtout si en face t'as un mec complètement insécure par rapport à ça, ce qui s'avère être le cas. Ok, donc on a les 6 couples. Et je vais juste parler des mecs chelous qui ont pas été en couple. On avait un chrétien là, m'a dit, je vous jure, je sais pas dans la vraie vie, mais dans Love is Blind, à chaque fois qu'un mec parle de Dieu, ça finit mal. La dernière fois, le mec, il était là, oui, viens, on prie ensemble, on est nanana et tout. Il s'est avéré qu'il avait 3 enfants cachés, qu'il n'a même pas reconnus. Il a fait genre, il avait pas d'enfants. Donc, dès que le gars, il a dit, moi, je suis chrétien, c'est important que ma femme ait croit en Dieu et tout, j'étais là, toi, red flag. Je suis désolée pour les chrétiens, mais vraiment, dans Love is Blind, ça n'augure de rien. La preuve, le gars, qu'est-ce qu'il dit? Et c'était à Cynthia, je crois. Oui, qu'il a besoin de liberté, mais d'où tu vas te marier, t'as besoin de liberté. Il a besoin de liberté et que voilà, s'il a une amie qu'il appelle à 2 heures du matin, il veut pouvoir répondre. Mais Cynthia lui a dit, mais n'importe quoi, d'où tu réponds à une amie à 2 heures du matin? Il fait, et si c'est une urgence? Je fais, ok, ça peut être une urgence, c'est pas de problème. Mais si c'est pour papoter, c'est non. Et lui, il est en mode, ah non, si tu m'empêches de parler à mes amis quand je veux et comme je veux, c'est un red flag. Je dis, mais mec, tu veux pas te marier, toi, tu veux être un player. Je sais pas c'est quoi ton objectif, mais là, c'est raté, tu vois. Clairement, qui va tolérer ça? Tu crois, je suis mariée, même pas avec mon mec, hein, je suis avec mon mari. Il est 2 heures du mat, il y a une meuf qui l'appelle, tu crois il va répondre? N'importe quoi. Et comme j'ai vu sur internet, d'ailleurs c'est moi ta meilleure amie, d'où t'as quelqu'un d'autre qui t'appelle? Ridicule. Ensuite, il y avait un mec qui s'appelle Clément là. J'ai pas du tout aimé ce gars, pour le peu que je l'ai vu. À un moment, ils sont en train de parler d'un sujet hyper sérieux, genre de la géopolitique, et après, il demande à la meuf comment t'es habillée, comment elle est ta combi, est-ce qu'elle s'ouvre à l'avant, machin, mais quel gros porc, quoi. Bon, après, c'est l'édition aussi, mais quand même, c'était un peu étrange. Et il y avait un autre gars qui s'appelle Galien, et lui, c'est quelqu'un aussi que Tatiana avait bien aimé. Et lui, le mec, mais il a été viré de l'émission parce qu'en fait, t'as pas le droit d'avoir de contact avec l'extérieur. Et le mec, il est allé à l'hôtel avec une meuf. Mais what? Surtout que ça faisait 5 jours qu'il était là. Ton coco te grade à ce point-là, ça va? Je veux dire, d'une, t'es censé être dans le processus de trouver une fiancée et te marier. Et de deux, mec, c'est bon. Genre, ça va aller. Soit tu vas trouver une femme, soit tu vas partir. Et donc, il a été voir une meuf à l'hôtel. C'était ridicule. Et après, il dit oui, c'était ma faute, j'ai fait que par moi-même et tout. J'ai que moi à blâmer, nanana, ouais, quel idiot. Bref, voilà. Donc ça, c'est à peu près dans les capsules. Beaucoup de drama dans les capsules, intense, très intéressant. On aime le drama, mais il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'amour. Et après, ils se retrouvent en lune de miel. Bon, ça, comme je vous ai expliqué tous les couples, ça ira un peu plus vite, mais la lune de miel, elle est intéressante. Elle est intéressante parce que là, ils se sont vus. Physiquement, ils savent s'il y a une connexion ou pas. Et c'est là où on voit où ça... Franchement, à ce stade-là, en général, ça passe ou ça casse. Donc, on a Kim et Thomas, vous vous rappelez, triangle amoureux numéro 1. Kim, c'est une petite meuf, je sais pas, elle doit habiter dans le 16e ou quelque chose comme ça, parce qu'on dirait qu'elle a une famille de bourgeois. Elle est un peu choquée des manières de Thomas, parce qu'il pose les coudes sur la table. Je dis, ah, ok. Et en fait, elle est très maniérée, elle a l'air d'avoir des standards très élevés, elle veut pas se baigner dans la piscine parce que ça a pas l'air propre. Et Thomas, c'est un gars qui a l'air vraiment tranquille, quoi, donc il match pas du tout. Il match pas du tout, et à un moment, il y a une énorme altercation où Kim et toutes ses copines vont demander des comptes à Charles sur pourquoi il a pas choisi Sarah, et c'est trop ridicule. Et Thomas il est là, mais c'est ridicule, faut arrêter, quoi. Et il dit, la pauvre... en parlant de Julie qui est avec Charles. C'est dur à suivre, hein. Faut regarder pour suivre. Et il dit, moi je veux des conversations d'adultes avec des adultes, je veux pas de ces cancans, quoi. Et elle est là, ouais, tu me soutiens pas, etc. Eux, ça a pas marché. Moi, je vous dis direct.
ça va pas marcher parce que ils sont trop différents, que elle est vraiment pas, je trouve pas qu'elle est touchante en fait, elle a un truc assez froid. Je pense qu'elle peut trouver quelqu'un qui lui correspond, mais c'est clairement pas Thomas. Donc voilà. Ensuite, on a Chloé et Alexandre, toujours trop mignons, ça se passe très bien entre eux. C'est lui qui est métis guadeloupéen. Et elle disait qu'elle avait passé, et elle, je crois que c'est elle qui l'a aussi, elle avait passé 4 ans ou 4 mois en Guadeloupe, elle a même un petit collier Guadeloupe, je savais, c'est trop mignon. Et du coup, ils ont connecté sur ça, c'était trop chou. Et eux, ça se passe bien, il n'y a rien à signaler, ils s'entendent bien, c'est chou, c'est mignon, ils sont tous les deux très contents, donc on croise les doigts pour eux. Ensuite, Cynthia et Jonathan. Vous vous rappelez, Cynthia, c'est celle qui est grande, et Jonathan, ben, moi, je m'attendais à ce qu'ils le prennent plutôt mal quand ils se sont rencontrés, quand il a demandé, quand ils se sont vus pour la première fois. Au contraire, ça allait, il avait l'air super content, il trouvait qu'elle était trop belle. Sauf que là, il y a eu un drama où, ben, en fait, Cynthia elle voulait porter des talons. Donc déjà, Cynthia lui a demandé, est-ce que ça te dérange que je sois plus grande que toi? Et lui, il a dit, ah non, non, pas du tout, ça me dérange pas. Ce qui me posait question, c'était plutôt, est-ce que c'est un critère pour toi d'avoir un mec plus grand? Elle a dit, oui, avant, c'était le cas, mais pour cette expérience, j'avais envie d'enlever ce critère. Ok, très bien, donc ça, cool, sympa. 2 secondes plus tard, comme ils font sur Instagram, few minutes later, le gars, il pète un plomb parce qu'en fait, elle a choisi de porter des talons pour la rencontre avec les autres. Et elle porte tout le temps des talons. Elle a tout le temps des talons. Et il lui dit, mais tu penses pas à moi, tu vois pas qu'ils vont se foutre de ma gueule, ils vont me vanner s'ils voient que non seulement t'es plus grande que moi, mais en plus t'as des talons. Elle là, mais à l'instant, tu m'as dit que ça te dérangeait pas. Il fait oui, mais c'est pour cet événement spécifique-là, tu aurais pu penser à moi. Et en fait, tout il tourne autour du truc de, elle a pas pensé à moi, elle a pas considéré mes besoins, comment je me sentirais. Elle lui a dit, mais tu m'as dit que ça te dérangeait pas. C'est parti en couille. Une énorme dispute ridicule parce que le gars, bah, je sais pas, c'est super bizarre parce qu'en fait, si ça te dérangeait, tu lui aurais dit et peut-être qu'elle aurait ajusté, elle aurait dit, tu sais quoi, comme ça te dérange encore un peu, je vais me mettre à plat ce soir pour toi, mais tu lui as dit que ça te dérangeait pas. Et en fait, l'insécurité, c'est le truc le moins sexy qu'il y a. Et que vous soyez insécure ou pas, c'est vrai parce que moi aussi j'ai été insécure et c'est pas sexy. Et l'insécurité, c'est pas sexy parce que du coup, toi-même, t'as pas confiance en toi. Toi-même, tu te sens pas à la hauteur. Alors comment tu vas faire que quelqu'un d'autre se sente élevé si toi-même tu te sens pas à la hauteur? Et franchement, ça sentait le complexe d'infériorité au max, ça sentait le manque d'honnêteté avec soi-même aussi, tu vois, parce que t'aurais pu juste dire que ça te dérangeait. La meuf est canon, mec. T'as trop de chance, frère. Et en vrai, si ce qui te dérangeait, c'était qu'on te vanne, si jamais tes amis te vannent, et ça se trouve, ils l'auraient pas fait, mais si jamais tes amis te vannent, tu les remets à leur place. Tu dis, vous voyez pas ma meuf, le canon de beauté que c'est? Et on t'aurait rien dit. Donc si toi, tu assumais, si toi, tu assumes un truc dans ton couple, mais qui va venir te dire quoi que ce soit? Qui va venir te parler? Et ça s'est mal fini. Du coup, ils sont pas allés à la réunion avec les autres et on ne sait pas s'ils sont encore ensemble ou pas, mais je pense qu'ils sont pas encore ensemble. Après, on a Tatiana et Yannick. Eux, je suis pas sûre d'eux, pour être honnête, parce qu'ils collent super bien. Ils sont tous les deux trop mignons, trop beaux, ils s'entendent bien. Mais je dis que c'est un mais, ils sont très attirés sexuellement l'un par l'autre, ça se voit, il y a énormément d'attirance sexuelle. Et je sais pas, du coup, émotionnellement, en termes de vulnérabilité, où ils en sont. Quand je dis je sais pas, c'est qu'on ne nous montre pas, en fait. On ne nous montre pas autre chose que le fait qu'ils sont vraiment bien cosy ensemble, ça colle niveau business, ils ont effectivement des ambitions similaires. Ils sont tous les deux noirs et ils ont ce côté un peu black love et tous les deux aiment beaucoup leur identité noire, donc ça se voit. Et ils le disent hein, tous les deux que franchement c'est un truc qui leur plaît dans leur couple. Donc il y a plein de bons critères, mais encore une fois j'ai un petit peu de mal à cerner Yannick parce qu'il n'est pas très vulnérable. On voit pas vraiment ce qui se passe au niveau de ses émotions. Mais après il a l'air content et elle a l'air contente. Donc franchement eux je souhaite de tout mon cœur que ça fonctionne parce que ça ferait un très beau couple. Même s'il est un peu maladroit et nonchalant, il a l'air assez solide. Et il était tellement content quand il a vu. Il a dit, mais quand t'as une meuf comme Tatiana, t'es fière, tu mets ton bras sur son épaule et tout. Il était trop content. Et c'est vrai qu'elle est canon et qu'elle mérite un minima un mec qui apprécie ça et qui apprécie son intelligence entrepreneuriale aussi. Et lui, clairement, ça se voit qu'il l'apprécie. Il est vachement fier d'être avec elle. Donc moi, je leur souhaite vraiment le meilleur. J'espère que ça va fonctionner. Ensuite, on a Julie et Charles. Julie et Charles, bah, Charles, c'est celui qui fait de la MMA et qui est en fait pas très grand et pas très costaud. Et Julie, clairement, elle avait des attentes par rapport à lui, mais elle est gentille, elle est adorable. Et donc, elle arrive à voir qui il est au-delà du physique, mais elle bloque carrément au niveau du physique. Elle bloque carrément au niveau du physique, elle a pas d'attirance sexuelle. Elle lui a dit, il l'a très bien pris. C'est pour ça que je dis, c'est un amour, ce mec, il est chouchou. Il a bien pris dans le sens où...
bah, il a dit: «Je comprends et ça peut prendre du temps et si jamais tu ne l'as jamais cette attirance physique, il y a pas de problème». Enfin voilà et il la bouscule pas, il est tendre avec elle, il la traite comme une princesse et je pense qu'elle voit ce que moi je vois et que plein d'autres gens peut-être voient, c'est que c'est un gars vraiment bien et que si elle arrive à dépasser ce truc, d'attirance, ben, ça peut fonctionner. Et après le truc, c'est que si elle arrive à le dépasser et qu'elle arrive à vraiment connecter avec lui intimement, ça se trouve le gars il est super au lit, hein. Parce que c'est pas parce qu'un gars te plaît pas physiquement que ça veut pas dire qu'il est pas bien au lit. Mais bon, il faut quand même être un peu attiré pour savoir. Surtout que, par exemple, un mec comme Charles, il est tellement patient, à l'écoute et bienveillant que, en général, ces mecs-là, ben, tu leur dis ce que tu as besoin au lit, ils vont écouter en fait, ils vont appliquer. Et donc voilà, j'espère que ça va fonctionner pour eux aussi parce que je pense que ça ferait un très bon mari et que elle est très chou. Même si Sarah disait qu'elle était ennuyeuse. Écoute Sarah, on ne prend pas ton avis. Et dernier couple, on a Vanmi et Sabrina. Je suis un peu déçue par leur lune de miel parce que Sabrina, elle est un peu insécure. Et comme je vous ai dit, l'insécurité, c'est pas sexy. Et en fait, Vanmi, c'est quelqu'un de très réservé, de très timide. Il prend son temps. Il est adorable. Il est vraiment merveilleusement adorable. Mais elle est en mode, oui, mais il me rassure pas. Il dit pas que je suis belle, nanana. Moi, j'ai complimenté sur son corps. Il m'a pas complimenté sur le mien. Et j'ai la meuf, t'es canon. Tu sais pas que t'es canon? Je veux dire, toutes les meufs sont canon. Tu sais pas que t'es canon, t'as besoin que lui te dise à cet instant-là précisément que t'es belle pour te sentir validée par lui. Cherche autre chose. Genre, en fait, le problème avec l'insécurité, c'est que on cherche des preuves constantes d'appréciation, d'amour, de validation. Et comme tu cherches, tu ne vois pas ce qu'on te donne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois pas ce qu'on te donne déjà. Tu vois pas ce que ça lui coûte d'être là. Tu vois pas comment il s'ouvre. Voilà, donc il y a une distance entre eux parce que lui, il est timide et un peu réservé et que elle attend de la validation de sa part et c'est trop dommage. Parce que si elle était un peu plus confiante et qu'elle avait confiance en elle et qu'elle n'avait pas besoin de cette validation, je pense que lui il se serait aussi rapproché et ouvert plus facilement. On va voir comment ils s'en sortent. Après, Sabrina, elle est un peu copine avec les méchantes meufs là, les mean girls, les Kim et les Sarah. Mais je l'ai bien aimée parce qu'elle a vraiment ce côté où elle a besoin d'être rassurée et ils sont tous les deux pareils, ils sont très loyaux et tout, de ce qu'ils disent, mais on va voir. Voilà, donc prochain épisode, c'est le prochain mercredi et franchement, j'ai kiffé et j'ai écrit sur mes notes l'insécurité, point d'exclamation, un fléau, c'est pour vous dire. L'insécurité est un fléau, c'est ce que vous devez retenir parce que on l'a vu avec Sabrina, on l'a vu avec Tatiana, on l'a vu avec qui non, Jonathan, cette insécurité-là, le fait de ne pas avoir confiance en toi, en ta valeur et en ce qui tu es intrinsèquement sans qu'on te valide, ça fait que tu te sabotes. Tu vas toujours chercher cette validation à l'extérieur et du coup, tu vas pas recevoir ce qu'on te donne déjà. Dans le cas de Jonathan, la meuf t'a choisi. Elle est 12 sur 10, mec. Sois content, frère. Non, non, histoire de chaussures, de talons, nanana. Ridicule. Bref. En tout cas, franchement, j'ai kiffé. Je suis très contente qu'il y ait une version française. Je suis sur Threads, je suis un petit peu sur X, Twitter, pas trop parce qu'on n'aime pas trop Elon Musk par ici. Je suis sur Instagram, je suis sur tous les réseaux et même les anglophones, ils kiffent cette saison. Donc c'est super cool. J'ai même écrit un podcast que je suis qui commente les Love is Blind, mais je sais pas s'ils vont commenter cette saison-là parce que comme il y a une version américaine qui arrive dans 3 semaines, voilà, mais celle-là aura le temps d'être finie. Donc voilà, j'espère que ce petit récap vous a plu. J'ai parlé beaucoup plus que prévu, j'avoue, mais j'adore, je suis assez fan de télé-réalité et de séries, comme vous savez. Et je trouve que c'est franchement pas mal pour rentrer. Pourquoi j'aime Love is Blind? C'est parce qu'on rentre dans beaucoup plus d'intimité que toutes les autres télé-réalités où on est assez surface. Là, on peut avoir beaucoup plus d'accès à ce que les gens partagent et on peut bien comprendre les dynamiques relationnelles. Voilà, j'ai pas commandé le dernier Love is Blind Royaume-Uni parce que c'était un shit show à la fin, c'était ridicule. Mais celui-là, on va espérer, on a 4 couples qui apparaissent dans le trailer. On leur souhaite le meilleur, franchement, je leur souhaite le meilleur. Donc Chloé et Alexandre, Tatiana et Yannick, Julie et Charles, Vanmi et Sabrina, je leur souhaite vraiment du bonheur et que ça fonctionne entre eux parce qu'ils sont vraiment tous très choux et s'ils trouvent le chemin pour que voilà, ils arrivent à combler tous les écarts qu'il peut y avoir
entre eux, ce sera top. Mais en tout cas, bonne saison, bien joué. Netflix France, vous avez géré, la barre était haute et vous nous avez pas fait honte. Donc, je valide. Ok, je vais sûrement faire un épisode pour la suite parce que vu qu'on est lancé, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut! N'oubliez pas de vous abonner au podcast, ça va beaucoup m'aider. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Salut!